Je suis Emae, j'ai 34 ans, et j'ai bâti une entreprise technologique d'une valeur de plusieurs millions de dollars à partir de rien à Boston. En grandissant, je me suis toujours senti inférieur à ma sœur, Julie. Mes parents avaient clairement fait d'elle leur priorité, mais je n'aurais jamais imaginé jusqu'où irait leur favoritisme jusqu'à ce que cette lettre recommandée arrive. L'enveloppe contenait plus que des mots, c'était la trahison ultime qui allait éventuellement dégénérer en une bataille juridique que je n'avais jamais vue venir. Parfois, les personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement deviennent celles qui essaient de prendre tout ce que vous avez construit. Avant de me plonger dans la façon dont mes propres parents ont essayé de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement si vous vous êtes déjà senti trahi par ceux qui devraient vous aimer le plus. J'ai grandi dans un quartier tranquille de classe moyenne à Hartford, dans le Connecticut. Notre maison n'avait rien de spécial, une modeste maison coloniale à 3 chambres avec des volets bleus délavés et une petite cour où papa essayait de faire pousser des tomates chaque été. Mes parents, Martha et Richard, étaient des gens ordinaires. Maman travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, et papa était directeur des ventes dans un magasin de meubles local. Nous étions à l'aise mais jamais riches. Dès mes premiers souvenirs, j'ai réalisé ma place dans la hiérarchie familiale. Julie, ma sœur, 5 ans plus jeune que moi, était l'enfant d'or, la préférée, la spéciale. J'étais une afterthought. Quand Julie a commencé l'école, maman et papa lui ont acheté une garde-robe entièrement neuve, de jolies robes avec des accessoires pour cheveux assortis, de nouvelles chaussures brillantes, et un sac à dos rose avec son nom brodé dessus. Pour mon premier jour de maternelle, j'ai eu des vêtements d'occasion de notre cousine Mélissa. Je me souviens encore de la salopette violette délavée avec une petite déchirure que maman avait hâtivement recousue la nuit précédente. Nous devons être pratiques, Emma, disait maman chaque fois que je demandais pourquoi Julie avait de nouvelles choses. En plus, Julie est plus exigeante quant à ses vêtements. Le schéma a continué tout au long de notre enfance. Quand j'ai été au tableau d'honneur en 6e, papa a hoché la tête et a dit « Bon travail », avant de retourner à son journal. Quand Julie a ramené un B+ en maths l'année suivante, ils l'ont emmené manger une glace pour célébrer sa percée académique. J'ai joué au softball au collège et j'ai atteint les championnats régionaux. Aucun de mes parents n'a assisté à un seul match cette saison, prétextant qu'ils étaient trop occupés par le travail, mais ils n'ont jamais manqué une seule des représentations de ballet de Julie, même quand papa devait reprogrammer d'importantes réunions avec des clients. Noël et les anniversaires étaient peut-être les manifestations les plus évidentes de leur favoritisme. Pour mes 10 ans, j'ai reçu une carte cadeau de 20 $ pour la librairie locale et un gâteau que maman avait rapidement acheté au supermarché. Pour les 10 ans de Julie, ils ont organisé une fête sur le thème des princesses avec des décorations professionnelles, engagé une maquilleuse, et lui ont offert la dernière console de jeu qu'elle avait mendiée. J'ai fait semblant de ne pas m'en soucier, mais je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai pleuré cette nuit-là. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir valorisé était ma grand-mère, Grace. La mère de maman vivait à environ 30 minutes de là dans un petit chalet rempli de meubles anciens et d'une odeur de biscuits fraîchement sortis du four. J'y passais autant de week-ends que mes parents le permettaient, ce qui était souvent le cas car cela signifiait un enfant de moins dont il fallait s'inquiéter. Grand-mère Grace était différente, elle me remarquait, elle écoutait, elle célébrait mes réalisations, aussi petites soient-elles. « Tu as un esprit vif, Emma », me disait-elle pendant que nous jouions aux cartes à sa table de cuisine, et de la détermination. Ces deux choses t'emmèneront loin dans la vie si tu les utilises bien. Contrairement à mes parents, grand-mère Grace avait construit quelque chose par elle-même. Elle avait possédé une petite boulangerie prospère en ville jusqu'à sa retraite. Elle m'a appris les affaires, l'autonomie, et à me défendre. N'attends jamais que quelqu'un te donne la permission de réussir, m'a-t-elle dit un jour. Certaines personnes ne voudront jamais te voir briller parce que ta lumière les oblige à faire face à leur propre obscurité. Je ne comprenais pas alors qu'elle parlait de ma mère. Au lycée, j'avais accepté ma position dans la famille et j'ai canalisé toute mon énergie pour créer mon propre chemin. J'ai rejoint tous les clubs liés aux affaires, maintenu une moyenne parfaite, et travaillé à temps partiel dans le magasin de réparation technologique local. Mon objectif était clair, obtenir une bourse pour une bonne école de commerce et ne jamais regarder en arrière. Et je l'ai fait. J'ai obtenu mon diplôme de major de promotion et reçu une bourse partielle pour le programme de commerce de l'Université de Boston. Mes parents ont assisté à ma remise de diplôme mais sont partis tôt pour emmener Julie à la fête de ses 16 ans. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Au cours de ma 2e année d'université, grand-mère Grace est décédée subitement d'un accident vasculaire cérébral. J'étais dévasté.
Elle était la seule personne qui avait toujours cru en moi, et soudain, elle n'était plus là. Aux funérailles, maman semblait plus préoccupée par les arrangements que par le deuil, tandis que Julie pleurait de façon dramatique au premier rang malgré n'avoir rendu visite à grand-mère Grèce qu'une poignée de fois au cours des dernières années. 2 semaines après les funérailles, j'ai reçu un appel de l'avocat de grand-mère. Elle m'avait laissé 15 000 $ et sa collection de bijoux anciens. Elle a été très précise sur le fait que ces articles devaient vous revenir et à vous seul, a expliqué l'avocat. Quand mes parents l'ont découvert, ils étaient furieux. Je suis sa fille. J'aurais dû recevoir quelque chose, a claqué maman quand j'ai appelé pour lui parler de l'héritage. Tu pourrais au moins en partager un peu avec Julie, a ajouté papa. Elle a du mal à gérer le décès de ta grand-mère. J'ai refusé. Pour une fois, quelqu'un m'avait choisi en premier, et je n'allais pas renoncer à cela, même dans la mort. Pendant ces années d'université, je me suis éloigné de ma famille. J'appelais pendant les vacances et je rendais visite une fois par semestre, mais sinon, je bâtissais ma propre vie à Boston. Je me suis fait des amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce qu'ils voulaient que je sois. Ma colocataire, Alyssa, est devenue la sœur que j'aurais aimé avoir. Nous passions des nuits blanches à parler de nos rêves et nous nous soutenions mutuellement pendant le stress des examens et les ruptures. J'ai aussi rencontré Nathan pendant ma 3e année. Il étudiait l'informatique et m'a initié au monde des startups technologiques. Pour la première fois, j'avais des gens dans ma vie qui voyaient du potentiel en moi, qui encourageaient mes ambitions au lieu de les ignorer. C'était comme pouvoir enfin respirer après des années à avoir quelqu'un debout sur ma poitrine. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un emploi dans une petite entreprise technologique du centre-ville de Boston. Le salaire était modeste, à peine suffisant pour me permettre le minuscule studio que je louais dans un quartier peu désirable. Mes parents semblaient heureux que je me sois installé dans un emploi stable, bien qu'ils ne demandent jamais de détails sur ce que je faisais réellement. Au moins, tu peux payer tes factures, a dit maman lors d'un de nos rares appels téléphoniques. C'est tout ce que la plupart des gens peuvent espérer. Mais je voulais plus que simplement payer les factures. J'avais des idées, de grandes idées. Pendant mon séjour dans l'entreprise technologique, j'ai identifié une lacune sur le marché des logiciels spécialisés qui pourraient aider les petites entreprises à gérer leurs relations clients sans le coût des systèmes d'entreprise de grande envergure. J'ai passé des nuits et des week-ends à développer un prototype en utilisant les compétences de programmation que Nathan m'avait enseignées pendant l'université. J'ai décidé de prendre un risque et d'utiliser l'héritage de grand-mère Grèce comme capital de démarrage. Les 15 000 $ n'étaient pas grand-chose dans le monde des affaires, mais c'était suffisant pour enregistrer ma société, Secure Connect, et construire la première version de ma plateforme. Ces premiers jours ont été brutaux. Je travaillais mon emploi de jour de 9 h à 17 h, je rentrais à mon studio, je mangeais ce qui était rapide et bon marché, puis je codais jusqu'à 2 h ou 3 h du matin. Je survivais grâce au café et à la détermination. Ma vie sociale s'est réduite à presque rien. Alyssa me tirait parfois pour dîner, s'inquiétant que je me tue au travail. Nathan et moi nous étions séparés à l'amiable après l'obtention du diplôme lorsqu'il a déménagé à Seattle pour un emploi dans une grande entreprise technologique, mais nous sommes restés amis, et il me fournissait des conseils techniques quand j'étais bloqué. Le premier lancement de mon logiciel a été un désastre. Le système a planté en quelques heures, et les quelques clients qui avaient tenté leur chance avec moi étaient furieux. J'ai passé un week-end à corriger les bugs, sans dormir pendant près de 48 heures d'affilée. J'ai pleuré sur le sol de ma salle de bain à 4 h du matin, me demandant si j'avais commis une terrible erreur. Peut-être que maman et papa avaient raison, me suis-je murmuré dans l'obscurité. Peut-être que je ne suis pas spécial. Peut-être que je devrais simplement me contenter d'une vie ordinaire. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots de grand-mère Grèce sur la détermination. Je me suis levé du sol, je me suis lavé le visage et je suis retourné travailler. Le tournant est arrivé lorsque j'ai assisté à un événement de réseautage technologique local et rencontré Diane Reynolds, une vétérane de l'industrie qui avait vendu sa première entreprise pour des millions. Quelque chose dans mon pitch a attiré son attention, et elle a accepté de prendre un café. Votre produit a du potentiel, m'a-t-elle dit sans détour, mais votre modèle commercial a besoin de travail. Vous pensez trop petit. Diane est devenue ma mentor, m'aidant à affiner ma stratégie et me présentant à des clients potentiels. Avec ses conseils, j'ai décroché mon premier client majeur, une chaîne régionale de 30 centres de remise en forme qui avait exactement besoin de ce que mon logiciel offrait. Ce premier gros chèque m'a permis de quitter mon emploi de jour et de me concentrer entièrement sur Secure Connect.
J'ai loué un petit espace de bureau et embauché 2 employés, 2 jeunes diplômés avec des compétences techniques et de l'enthousiasme. Nous travaillions de longues heures mais célébrions chaque petite victoire avec du champagne bon marché et des plats à emporter. À mesure que l'entreprise grandissait, j'ai tenté à nouveau de renouer avec ma famille. J'appelais plus souvent, j'envoyais des cadeaux pour les anniversaires et les fêtes, et je suis même rentré pour Thanksgiving. Je voulais qu'ils voient que je construisais quelque chose de significatif, que je réussissais selon mes propres termes. Mais mes parents sont restés peu impressionnés. Lorsque j'ai essayé d'expliquer mon entreprise pendant le dîner de Thanksgiving, papa m'a interrompu. Ce truc d'internet n'est qu'une mode, a-t-il dit, agitant sa fourchette d'un air dédaigneux. Ces startups vont et viennent. Tu devrais envisager de trouver un vrai travail avec une retraite avant de gaspiller trop d'années. Julie, qui avait abandonné l'université et travaillait à temps partiel dans un magasin de vêtements tout en se cherchant, a souri de travers. Tout le monde ne veut pas être une bourreau de travail sans vie personnelle, Emma, a-t-elle dit gentiment. J'ai arrêté d'essayer de partager ma vie professionnelle avec eux après cela. Lorsque Julie s'est fiancée à Brian, un agent immobilier qu'elle connaissait depuis seulement 6 mois, mes parents ont organisé une fête de fiançailles somptueuse et m'appelaient quotidiennement pour me tenir au courant des préparatifs du mariage. Le mariage lui-même était extravagant, mes parents dépensant de l'argent dont je ne savais pas qu'ils en avaient pour un country club, un open bar haut de gamme et une robe de créateur pour la mariée. À la réception, j'étais assise à une table avec des cousins éloignés tandis que les amis de Julie et Brian occupaient les tables les plus proches des mariés. Maman est passée brièvement pour me demander si je m'amusais, puis s'est précipitée pour aider Julie à attacher sa robe pour la première danse. Un mois après le mariage de Julie, Secure Connect a remporté un prestigieux prix de l'industrie pour l'innovation. Cette reconnaissance a entraîné une publication dans un magazine technologique national, qui mentionnait mon âge et mon parcours. Soudain, mon téléphone a sonné avec des appels de mes parents. Nous avons vu ta photo dans ce magazine, a dit maman, une note inhabituelle d'excitation dans la voix. Tout le monde à mon bureau était tellement impressionné. Je leur ai dit comment nous avions encouragé son intérêt pour les ordinateurs dès son plus jeune âge. C'était une fabrication complète, mais j'ai laissé passer. Au cours des mois suivants, mes parents ont montré plus d'intérêt pour ma vie qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Ils appelaient régulièrement et ont même suggéré de me rendre visite à Boston. Pendant ces conversations, ils mentionnaient occasionnellement des difficultés financières, la structure de commission de papa avait changé au travail, le toit devait être remplacé, Julie et Brian avaient du mal à obtenir un prêt hypothécaire pour la maison de leurs rêves. Les allusions étaient évidentes, mais je faisais semblant de ne pas remarquer. Une partie de moi était blessée que leur intérêt renouvelé coïncide avec mon succès financier. Une autre partie, une petite partie d'enfants blessés, était toujours désespérée d'obtenir leur approbation et se demandait si je devais les aider malgré tout. Au lieu de cela, j'ai canalisé mon énergie pour développer mon entreprise et construire ma propre vie. J'ai acheté un bel appartement dans une maison en pierre brune historique, ma première vraie maison qui me semblait mienne. J'ai organisé une pendaison de crémaillère avec les amis qui m'avaient soutenu pendant les années difficiles. Aucun de mes parents n'y a assisté, prétextant que le trajet était trop long, bien qu'ils aient réussi à visiter Boston 2 fois cette année-là pour faire du shopping avec Julie. Alors que je disposais l'horloge ancienne de ma grand-mère sur ma nouvelle cheminée, j'ai réalisé quelque chose d'important, j'avais bâti cette vie sans leur soutien ni leur approbation, et c'était une bonne vie, une vie dont j'étais fier. Peut-être que c'était suffisant. Mon 34e anniversaire tombait un samedi d'automne parfait. J'avais prévu une journée de plaisir simple, une course matinale le long de la rivière Charles, un brunch avec Alissa et quelques amis proches, et un dîner dans mon restaurant préféré. Le temps a coopéré avec un ciel clair et cet air frais d'octobre qui fait la renommée de la Nouvelle-Angleterre. Je ne m'attendais pas à des cadeaux, alors quand Alissa m'a tendu un petit paquet magnifiquement emballé, j'ai été touché. Ce n'est rien de fantaisie, a-t-elle dit pendant que je le déballais soigneusement. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec un petit pendentif. Lis l'inscription, a-t-elle insisté. En minuscules lettres, il était écrit, elle a cru qu'elle pouvait, alors elle l'a fait. Je l'ai serré fort dans mes bras, luttant contre les larmes. C'était exactement le genre de cadeau attentionné que ma mère ne m'avait jamais offert. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, agréablement fatigué et légèrement éméché par le vin, j'ai remarqué une lettre recommandée dans ma pile de courrier. L'adresse de l'expéditeur était du Connecticut, l'adresse de mes parents. Ma première pensée fut qu'ils s'étaient peut-être finalement souvenus de mon anniversaire. J'ai signé pour la recevoir, m'attendant à une carte.
À l'intérieur se trouvait une seule page de papier à lettres officielles, le papier préféré de ma mère pour les communications importantes. Je me souviens encore de chaque mot. Chère Emma. Ton père et moi avons décidé de mettre à jour notre testament. Après mûre réflexion, nous avons déterminé que tout reviendra à Julie. Elle a une famille grandissante à charge et franchement, elle a plus besoin d'aide que toi. Tu as eu de la chance dans tes entreprises commerciales, bien que nous sachions tous les deux que la chance et l'aide des autres ont joué des rôles importants dans tout succès que tu as obtenu. Nous t'en informons maintenant pour éviter tout désagrément plus tard. Il n'est pas nécessaire de répondre à cette lettre. Cordialement. Martha est. Pas de joyeux anniversaire, pas d'amour, maman, juste cordialement, Martha est, comme si j'étais une connaissance professionnelle plutôt que sa fille. J'ai lu la lettre 3 fois, incapable de traiter ce que je voyais. Mes mains tremblaient tellement que le papier faisait un bruit de cliquetis dans le calme de mon appartement. Ma poitrine s'est serrée, et j'ai dû m'asseoir alors qu'une vague de vertige m'envahissait. Le ton clinique, le rejet de mon travail acharné comme de la chance, la notification formelle que j'avais officiellement et légalement moins de valeur que ma sœur à leurs yeux, c'était comme être poignardé et avoir un couteau lentement tourné. J'ai appelé Alyssa immédiatement, ma voix brisée alors que j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent, lui ai-je dit en larmes, mais envoyer cette lettre, dire ces choses sur ma réussite comme étant de la chance, qui fait ça à son enfant? Des personnes toxiques qui ne te méritent pas, a répondu fermement Alyssa. Ma chérie, je sais que ce sont tes parents, mais c'est de l'abus émotionnel, purement et simplement. Je n'ai pas répondu à la lettre. Qui avait-il à dire? Ils avaient pris leur décision, et la phrase sur le fait de ne pas avoir besoin de répondre indiquait clairement qu'ils ne s'intéressaient pas à mes sentiments sur la question. Au lieu de cela, je me suis jeté dans le travail avec une intensité renouvelée. S'ils pensaient que ma réussite était de la chance, je bâtirais quelque chose d'incontestablement impressionnant pour que personne ne puisse l'attribuer à la bonne fortune. J'ai travaillé plus longtemps, poursuivi de plus gros clients, et poussé mon équipe à innover plus rapidement. Environ 3 semaines après avoir reçu la lettre, je parcourais les réseaux sociaux lorsque j'ai vu une publication d'une cousine éloignée mentionnant les problèmes de santé de mon père. C'était la première fois que j'entendais parler de quelconque problème. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude. J'ai envisagé d'appeler, mais je me suis souvenu du froid cordialement à la fin de la lettre de ma mère et j'ai décidé de ne pas le faire. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur Barbara, une amie de ma mère de l'université, qui avait déménagé à Boston il y a des années. Nous nous croisions occasionnellement au marché fermier le dimanche. Emma, ma chérie, comment vas-tu, a-t-elle dit. J'étais tellement désolé d'apprendre l'état cardiaque de ton père. Viendras-tu à la lecture du testament la semaine prochaine? Martha a mentionné qu'ils avaient tout mis à jour récemment. Je suis resté là, sac d'épicerie à la main, complètement prise au dépourvu. Non seulement personne ne m'avait parlé de l'état cardiaque de papa, mais il y avait apparemment une lecture formelle du testament prévu dont je ne savais rien. Je n'ai pas été invité, ai-je dit simplement. L'expression de Barbara est passée de amicale à inconfortable. Oh, je suis sûr que ce n'est qu'une omission. Tu sais comme ta mère peut être distraite avec ces choses. Nous savions toutes les deux que ce n'était pas une omission. La semaine de la lecture du testament, je me suis retrouvé incapable de dormir, hanté par un mélange de blessures, de colère et de confusion. Avais-je vraiment été une telle déception en tant que fille pour qu'il m'exclue d'une procédure légale familiale? Étais-je si facilement effacé? J'ai finalement craqué et appelé la maison familiale, ce que je faisais rarement maintenant. Maman a répondu à la 4e sonnerie. Résidence est, a-t-elle dit formellement. Maman, c'est Emma. J'ai appris les problèmes de santé de papa et la lecture du testament. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Il y a eu une longue pause. Nous ne voulions pas te charger de nos problèmes. Tu es toujours si occupé avec ta petite entreprise. Petite entreprise, ai-je répété avec incrédulité. Maman, j'emploie 27 personnes maintenant, et je ne suis jamais trop occupé pour les affaires familiales importantes. Eh bien, la lecture n'est qu'une formalité, a-t-elle répondu d'un air dédaigneux. Comme je l'ai expliqué dans ma lettre, tout a été décidé. Il n'y a vraiment aucune raison pour toi d'y assister. Avant que je ne puisse répondre, elle a ajouté, je dois y aller maintenant. Julie et Brian viennent dîner, et a raccroché. Je me suis tenu dans ma cuisine, téléphone à la main, me sentant gifler. La finalité de cela m'a stupéfaite.
Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de biens, c'était ma mère me disant en termes clairs que je n'étais plus considéré comme faisant partie de la famille. Cette nuit-là, j'ai pris un long bain, ouvert une bouteille de vin cher, et je me suis permis de pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Puis j'ai fait ce que j'avais toujours fait face au rejet de ma famille, j'ai élaboré un plan pour avancer sans eux. J'ai appelé mon conseiller financier le lendemain et j'ai mis à jour mon propre testament, retirant mes parents et Julie comme bénéficiaires potentiels. J'ai désigné plusieurs organisations caritatives et créé un fonds de bourse pour les jeunes femmes dans les affaires. Si ma famille ne voulait pas de moi, je créerais ma propre legacy. 3 mois après la lecture du testament à laquelle je n'avais pas été invité, j'ai reçu un message texte d'une cousine, oncle Richard est décédé la nuit dernière. Funérailles samedi à la First Methodist. Pas un appel de ma mère, pas même un message direct. La nouvelle du décès de mon père est arrivée par un message texte de seconde main, comme si j'étais une parente éloignée plutôt que sa fille aînée. Le deuil est compliqué lorsque l'on perd quelqu'un qui vous a rejeté. Une partie de moi pleurait le père que j'avais autrefois adoré étant petite fille, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait construit une cabane dans les arbres. Une autre partie ressentait la douleur fraîche de son rejet final, la connaissance qu'il était mort sans essayer de se réconcilier. Je n'étais même pas sûr si je devais assister aux funérailles. Ma présence serait-elle considérée comme irrespectueuse? Causerais-je une scène qui déshonorerait sa mémoire? En fin de compte, j'ai décidé d'y aller. Quoi qu'il se soit passé entre nous, il était mon père, et j'avais besoin de cette closure. L'église était remplie de visages familiers à mon arrivée, anciens voisins, amis de la famille, parents que je n'avais pas vus depuis des années. Je me suis glissé dans un banc près du fond, ne voulant pas empiéter sur les places réservées à la famille. Quelques personnes ont hoché la tête en signe de reconnaissance, mais la plupart ont évité le contact visuel, clairement conscientes de la rupture familiale. Pendant le service, j'ai regardé ma mère et Julie assises au premier rang. Maman était assise rigidement, des mouchoirs serrés dans sa main, mais ses yeux étaient secs. Julie sanglotait de façon dramatique, s'appuyant sur Brian pour se soutenir. Je me suis demandé si son chagrin était sincère ou une autre performance conçue pour attirer l'attention sur elle-même. Immédiatement, je me suis senti coupable de cette pensée. Quels que soient nos problèmes, perdre un parent était douloureux pour n'importe qui. À la réception ensuite, je suis resté seul, acceptant les condoléances de ceux qui étaient assez courageux pour m'approcher. J'ai entendu des bribes de conversation sur le testament, sur la générosité de mon père envers Julie, sur la maison familiale qui appartiendrait bientôt à elle et Brian. Je me préparais à partir lorsque Brian m'a acculé près du porte-manteau. « J'espère que tu n'es pas là en pensant pouvoir contester quoi que ce soit », a-t-il dit à voix basse. Le testament est en béton armé. Richard a clairement exprimé ses souhaits. J'étais stupéfaite par son hostilité lors de funérailles. Je suis venu dire au revoir à mon père, ai-je répondu calmement. Rien de plus. Il a ricané. Bien sûr. La fille prodigue est de retour. Rappelle-toi juste que tu as choisi ton chemin il y a longtemps. Je suis parti sans dire au revoir à ma mère ou à Julie. Le trajet de retour à Boston a été un flou de larmes et de radio à fond pour noyer mes pensées. De retour au travail le lundi suivant, je me suis plongé dans la distraction. Par coïncidence, une opportunité majeure s'était présentée. Northstar Tech, l'une des plus grandes entreprises de logiciels du pays, avait exprimé son intérêt pour l'acquisition de Secure Connect. Leur approche initiale avait eu lieu des semaines plus tôt, mais j'avais reporté les discussions sérieuses pendant la maladie de mon père. Maintenant, j'accueillais la nature dévorante des pourparlers d'acquisition. Chaque jour apportait des réunions avec des avocats, des conseillers financiers et des dirigeants de Northstar. Nous négocions les termes, la valorisation et le rôle futur que je pourrais jouer dans l'entreprise fusionnée. Le processus était épuisant mais stimulant, me donnant un but pendant une période de tourmente émotionnelle. Après 2 mois d'intenses négociations, nous sommes parvenus à un accord. Northstar allait acquérir Secure Connect pour 4,7 millions de dollars. Mon équipe serait intégrée à leur organisation, avec des postes garantis pendant au moins 2 ans, et je repartirais avec assez d'argent pour ne plus jamais travailler si je le souhaitais. La nuit suivant la signature des documents définitifs, j'étais assise seule dans mon appartement, un verre de champagne à la main. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais étrangement vide. Il n'y avait personne de ma famille à appeler pour leur annoncer la nouvelle, personne qui avait été là depuis le début pour célébrer cette étape importante avec moi. « À toi, grand-mère Grace », ai-je murmuré, levant mon verre vers l'horloge ancienne sur ma cheminée.
Tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Avec ma nouvelle liberté financière, j'ai décidé d'apporter quelques changements. J'ai acheté une belle maison dans un quartier chic, quelque chose avec de l'espace pour un bureau à domicile et un jardin que grand-mère Grace aurait aimé. J'ai embauché un décorateur pour m'aider à l'aménager, créant la maison chaleureuse et accueillante dont j'avais toujours rêvé. Un mois après mon déménagement, j'ai fait l'objet d'un article dans le Boston Business Magazine sur les entrepreneurs technologiques à succès. L'article mentionnait mes humbles débuts et l'entreprise que j'avais construite à partir de zéro. Il n'y avait aucune mention de soutien familial car il n'y en avait pas eu à mentionner. 2 jours après la sortie du magazine, un colis est arrivé à ma porte sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une collection de mes photos d'enfance, de mes certificats scolaires et quelques petits objets que j'avais laissés dans le Connecticut. Il n'y avait pas de mots, mais j'ai reconnu l'écriture de ma mère sur l'étiquette d'adresse. J'ai interprété cette livraison comme la manière de ma mère de dire au revoir, de rompre les derniers liens qui nous reliaient. Elle me rendait mon passé, se lavant les mains de toute responsabilité pour la personne que j'étais devenue. Cette nuit-là, j'ai réservé un voyage de 3 semaines en Europe. J'avais besoin de distance, de perspective et de temps pour gérer à la fois mon deuil et mon succès. Alors que l'avion décollait de l'aéroport de Boston-Logan, j'ai senti un poids se soulever. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement libre des attentes, des obligations et du besoin désespéré d'approbation qui m'avait poussé pendant si longtemps. Le voyage en Europe a été exactement ce dont j'avais besoin, 3 semaines de musées, de sites historiques et de cafés tranquilles où personne ne connaissait mon nom ou mon histoire. J'ai marché des kilomètres à travers des villes anciennes, suivi des cours de cuisine en Toscane, et passé des après-midi paisibles à lire dans des parcs parisiens. À mon retour à Boston, je me sentais renouvelé, prêt à entamer le prochain chapitre de ma vie. Ma nouvelle maison m'a accueilli avec ses pièces spacieuses et la lumière du matin qui filtrait à travers de hautes fenêtres. J'ai passé le dimanche à déballer et à me réinstaller dans ma routine, planifiant ma semaine et profitant du simple plaisir de dormir à nouveau dans mon propre lit. La sonnette a retenti vers 11h30 ce matin-là. Je n'attendais personne, mais j'ai supposé que cela pouvait être un voisin ou peut-être une livraison de colis. Lorsque j'ai ouvert la porte, je me suis figé sous le choc. Ma mère se tenait sur le pas de ma porte, aux côtés de Julie et Brian. Ils semblaient étrangement déplacés dans le décor de ma nouvelle maison élégante, comme des personnages qui s'étaient égarés sur le mauvais plateau de tournage. « Emma » a dit maman d'un ton raide. « Pouvons-nous entrer ?» J'ai hésité, puis me suis écarté, plus par politesse ancrée que par réel désir de les avoir chez moi. Ils m'ont suivi dans le salon, leurs yeux scrutants, admirant les hauts plafonds, les meubles de designer et les bibliothèques du sol au plafond. « C'est un sacré endroit » a sifflé Brian, son ton oscillant entre impressionné et plein de ressentiment. « Les affaires doivent bien marcher. »« Quelqu'un voudrait-il du café ?» ai-je proposé, recourant aux manières d'hôtesse pour masquer mon inconfort. « Non merci, ma chérie » a répondu maman, s'asseyant au bord de mon canapé comme si elle avait peur de s'engager complètement. Nous ne pouvons pas rester longtemps. Julie est restée debout, les bras croisés sur la poitrine, son expression aigre. J'ai remarqué qu'elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux. Brian a posé une main possessive sur son épaule. Un silence gêné s'est installé entre nous jusqu'à ce que maman parle enfin. « Ta maison est charmante, Emma. Très sophistiquée. Tu as toujours eu des goûts coûteux. » Le commentaire passif-agressif a flotté dans l'air. J'ai choisi de ne pas répondre à l'attaque. « Qu'est-ce qui vous amène à Boston ?» ai-je demandé directement. « Vous auriez dû appeler d'abord. » « Je n'aurais peut-être pas été là. »« Nous avons essayé d'appeler » a dit sèchement Julie. « Tu as changé de numéro. » J'avais en effet changé de numéro après les funérailles, fatigué de voir le numéro de maman sur mon identifiant d'appelant pour découvrir ensuite que c'était un télévendeur qui avait spoofé un numéro local. « Eh bien, vous êtes là maintenant » ai-je dit. « Que puis-je faire pour vous ?» Maman a redressé le dos, adoptant la posture formelle que je reconnaissais des discussions d'enfance sur les sujets sérieux. Emma, nous sommes dans une position difficile, a-t-elle commencé. Après le décès de ton père, nous avons découvert que sa situation financière était plus compliquée que nous ne l'avions réalisé. J'ai attendu, ne disant rien. Les frais médicaux étaient importants, a-t-elle poursuivi. L'assurance a couvert une partie, mais pas tout, et la maison a besoin de réparations importantes avant de pouvoir être vendue. Julie a interrompu, la voix légèrement tremblante. Et Brian et moi venons d'apprendre que nous attendons des jumeaux. Le médecin dit que c'est une grossesse à haut risque.
Je vais peut-être devoir arrêter de travailler plus tôt que prévu. J'ai regardé entre eux, commençant à comprendre où cette conversation allait, mais ayant du mal à y croire. Cela semble difficile, ai-je dit prudemment. Je suis désolé pour vos difficultés. Maman s'est penchée en avant. Emma, nous avons vu les articles sur la vente de ton entreprise. Nous savons pour l'argent. La franchise de sa déclaration m'a surprise. Ma situation financière est une affaire privée. Mais c'est justement ça, a interjecté Brian. Les finances familiales sont une affaire de famille. Tu dois à ta famille une part de ta fortune. J'ai ri, bien qu'il n'y ait aucun humour dans cela. Je vous dois. Comment exactement êtes-vous parvenu à cette conclusion? Ton succès vient des valeurs que nous t'avons inculquées, a dit maman, son ton de plus en plus moralisateur. L'éthique du travail, l'éducation que nous t'avons fournie. Tout ce que tu es vient de nous. L'audace était à couper le souffle. J'ai eu du mal à garder mon calme. L'éducation pour laquelle j'ai obtenu des bourses? L'éthique du travail que j'ai apprise de grand-mère Grèce? L'entreprise que j'ai construite pendant que vous me disiez que ce n'était qu'une mode? L'expression de maman s'est endurcie. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un document plié. Nous avons la preuve que tu as promis de soutenir financièrement la famille si jamais tu réussissais. Ton père a gardé des notes de nos conversations. Elle m'a tendu un papier avec ce qui semblait être une transcription d'un appel téléphonique datant de mes années universitaires. L'écriture était bien celle de mon père, mais le contenu était déformé, reprenant des fragments d'une conversation optimiste sur l'avenir et les présentant comme une promesse de soutien financier. Julie a commencé à pleurer au bon moment. Nous allons perdre la maison, Emma. La maison où tu as grandi. Comment peux-tu être si insensible? Je ne comprends pas ce que vous demandez, ai-je dit, bien que je comprenne parfaitement. Nous demandons ce qui est juste, a déclaré Brian sèchement. Un tiers de tes gains inattendus. Tu es à l'abri du besoin pour le reste de ta vie maintenant. Le moins que tu puisses faire est de t'assurer que ta mère et ta sœur sont prises en charge. Je me suis levé, la colère traversant enfin mon choc. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous me déshéritez, ne m'invitez pas à la lecture du testament de mon propre père, me reconnaissez à peine à ses funérailles, et maintenant vous vous présentez à ma porte pour demander de l'argent? Est-ce bien cela? Il ne s'agit pas du passé, a reniflé maman. Il s'agit de responsabilité familiale. Je pense que vous devriez partir, ai-je dit calmement. Pas avant que nous ayons résolu cela, a insisté Brian. Nous sommes prêts à engager des poursuites judiciaires si nécessaire. Votre contrat verbal avec vos parents est contraignant dans le Connecticut. Poursuite judiciaire, ai-je répété avec incrédulité. Vous me menacez de me poursuivre en justice? Pas menacé, a corrigé maman. Nous avons déjà consulté un avocat. Soit tu acceptes de partager ce qui nous revient de droit, soit nous te verrons au tribunal. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Sortez de ma maison. Tout de suite. Ils n'ont pas bougé. Emma, sois raisonnable, a supplié Julie. Pense à tes nièces et neveux. Ils sont innocents dans tout cela. La manipulation était si transparente qu'elle en était presque risible. Presque. J'appelle mon avocat, ai-je dit, sortant mon téléphone, et ensuite j'appelle la police pour vous faire sortir de ma propriété si vous ne partez pas immédiatement. Brian s'est levé, entraînant Julie avec lui. Tu vas regretter ça. Le sang est plus épais que l'eau. Apparemment pas dans cette famille, ai-je répondu alors qu'il se dirigeait à contre-cœur vers la porte. J'ai composé le numéro de Gregory Wilson, mon avocat qui m'avait aidé lors de l'acquisition de Northstar. Il a répondu à la deuxième sonnerie, et je l'ai mis en haut-parleur. Gregory, ma famille est là et menace de poursuites judiciaires concernant la vente de mon entreprise. Ils prétendent que je leur dois un tiers des recettes sur la base d'un prétendu contrat verbal. Maman, Julie et Brian se sont figés dans l'embrasure de la porte. Emma, ne fais aucune déclaration et n'accepte rien, a conseillé Gregory, sa voix claire et autoritaire à travers le haut-parleur. Ce type de revendication n'a aucune valeur légale sans documentation substantielle. Je te rencontrerai demain pour en discuter, mais pour l'instant, demande-leur de partir et de communiquer uniquement par mon intermédiaire à l'avenir. Le regard sur leur visage lorsqu'ils ont entendu un professionnel rejeter leurs revendications si facilement est quelque chose que je n'oublierai jamais, un mélange de choc, de colère et, pour la première fois, de peur. Vous avez entendu mon avocat, ai-je dit. Veuillez partir maintenant.
Toute communication future passera par lui. Ils sont partis sans un mot de plus, mais le mal était fait. La paix que j'avais trouvée en Europe avait été brisée, remplacée par une nouvelle bataille que je ne voulais jamais mener. Le lendemain matin, j'ai rencontré Grégory dans son bureau du centre-ville. L'endroit était tout en bois poli et en cuir, avec une vue sur le port de Boston qui m'aurait normalement apaisé. Pas aujourd'hui. J'ai apporté le document que ma mère m'avait montré, ainsi que chaque correspondance que j'avais reçue de ma famille au cours des 5 dernières années. C'est ridicule, a dit Grégory après avoir tout examiné. Ce qu'il tente est essentiellement de l'extorsion déguisée en obligation familiale. Il n'y a aucune base légale pour leur revendication d'un contrat verbal. Pourrait-il réellement me poursuivre en justice, ai-je demandé. N'importe qui peut intenter un procès, a-t-il expliqué. La question est de savoir s'il survivrait à un examen initial. D'après ce que tu m'as montré, j'en doute, mais nous devrions nous préparer comme si cela allait se poursuivre, juste pour être en sécurité. 2 jours plus tard, nous avons reçu une lettre officielle de Thomson & Blackwell, un petit cabinet d'avocats de Hartford. La lettre exposait leurs revendications dans un langage juridique qui me donnait la nausée. Selon eux, j'avais fait des promesses répétées de soutien financier tout au long de ma vie d'adulte, créant une attente raisonnable que je partagerais mon succès commercial avec ma famille. Ces gens sont sérieux, ai-je dit à Grégory lors de notre prochaine réunion. Ils sont sérieusement mal avisés, a-t-il répondu, mais nous devons comprendre à qui nous avons affaire. Je vais demander à un enquêteur d'examiner la situation financière de ta famille et toute histoire de revendications similaires. Ce que l'enquêteur a découvert m'a choqué moi-même. 3 ans auparavant, mes parents avaient fait des revendications similaires contre un cousin éloigné qui avait gagné un lot modeste à la loterie. L'affaire avait été réglée à l'amiable, mais les documents suggéraient qu'ils avaient reçu une somme à 5 chiffres. Ils ont déjà fait ça, ai-je dit, incrédule. Ce sont des opportunistes professionnels. Mais les révélations ne se sont pas arrêtées là. J'ai décidé de parcourir certains des vieux papiers de grand-mère Grace que j'avais gardés en stockage. Parmi eux, j'ai trouvé des documents financiers montrant que mes parents lui avaient emprunté des sommes considérables au fil des années, avec peu de preuves de remboursement. Le plus troublant était une lettre que grand-mère Grace avait écrite à son avocat avant sa mort, expliquant pourquoi elle m'avait laissé sa succession au lieu de sa fille. Dans celle-ci, elle détaillait le problème de jeu de mon père, qui avait drainé les ressources familiales pendant des années pendant que ma mère le couvrait. Elle exprimait sa crainte que tout argent laissé à ma mère soit mal géré ou perdu à cause de la dépendance de mon père. Votre grand-mère savait, a dit doucement Grégory. C'est pourquoi elle a protégé ses biens en vous les laissant directement. Armés de ces informations, nous nous sommes préparés pour l'audience préliminaire. Grégory a recueilli des déclarations de mes associés commerciaux, y compris Diane, confirmant que j'avais construit mon entreprise par mes propres efforts sans soutien familial. Nous avons recueilli des relevés bancaires montrant que je n'avais jamais reçu d'aide financière de mes parents après le lycée, et nous étions prêts à présenter les documents de grand-mère Grace si nécessaire. Le jour de l'audience est arrivé avec un mélange de crainte et de détermination. Je portais un tailleur pantalon bleu marine conservateur et un minimum de bijoux, voulant projeter du sérieux plutôt que l'entrepreneur riche que ma famille croyait que j'étais devenu. Le palais de justice était imposant, tout en marbre et en couloir qui résonnait. J'ai vu ma mère, Julie et Brian blottis avec leur avocat près de l'entrée de la salle d'audience. Ils ont délibérément détourné le regard quand ils m'ont remarqué. Dans la salle d'audience, leur avocat a présenté leur dossier en premier. Les revendications étaient encore plus extravagantes que ce à quoi je m'étais attendu. Selon lui, j'avais promis de prendre soin de la famille une fois que mon entreprise aurait réussi. Il a décrit des conversations élaborées qui n'avaient jamais eu lieu, y compris des promesses spécifiques d'acheter à mes parents une maison de retraite et de financer l'éducation des enfants de Julie. Ma mère a témoigné, dépeignant une famille aimante et de soutien qui avait tout sacrifié pour ma réussite. Elle a affirmé qu'ils avaient payé des tuteurs, des ordinateurs et des cours de commerce qui m'avaient donné les bases de mon entreprise. C'était une œuvre de fiction complète. Nous voulons juste ce qu'Emma nous a promis, a-t-elle dit, essuyant des larmes inexistantes. Ce que toute fille aimante voudrait faire pour sa famille. Lorsque Julie a témoigné, elle a décrit des difficultés financières qui semblaient conçues pour susciter le maximum de sympathie, la grossesse dangereuse, le prêt hypothécaire qu'il pouvait à peine se permettre, le rêve de donner à ses enfants les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Tout au long de leur témoignage, j'ai gardé une expression neutre, bien qu'à l'intérieur, je bouillais de rage face aux mensonges éhontés. Lorsque ce fut notre tour, Grégory a abordé la question méthodiquement.
Il a présenté mes dossiers scolaires montrant les bourses que j'avais obtenues. Il a appelé Diane à témoigner de mon développement commercial, soulignant que j'avais tout construit à partir d'un petit héritage de ma grand-mère, et non d'un soutien familial. Puis il a révélé les documents financiers montrant l'historique de mauvaise gestion de l'argent de mes parents, les prêts de grand-mère Grèce, et la tentative précédente de réclamer les gains de loterie d'un parent. Votre honneur, a dit Grégory, sa voix ferme et claire, cette affaire représente un schéma de comportement troublant. Les plaignants ont un historique documenté de recherche de gains financiers auprès de parents à succès. Ils ont déformé leur relation avec ma cliente et fabriqué des promesses qui n'ont jamais été faites. Ce procès ne concerne pas une obligation familiale, il s'agit d'opportunisme, purement et simplement. La juge, une femme âgée aux yeux vifs, avait pris des notes tout au long. Elle a regardé ma mère directement. Madame, ces documents financiers soulèvent de sérieuses questions quant à votre crédibilité. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas divulgué le règlement précédent avec votre neveu ou les prêts de votre mère qui n'ont jamais été remboursés? Ma mère a balbutié, clairement peu préparée à cette ligne de questions. Son avocat a tenté de s'objecter, mais la juge a rejeté son objection. De plus, a poursuivi la juge, je ne vois aucune preuve d'un contrat verbal. Même si de telles conversations ont eu lieu comme vous les avez décrites, ce qui semble douteux compte tenu des preuves contradictoires, elles ne constitueraient pas un accord juridiquement contraignant. Elle s'est brièvement tournée vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Mademoiselle, le tribunal reconnaît que les relations familiales peuvent être complexes et douloureuses. Cependant, vous n'avez aucune obligation légale de soutenir des membres adultes de votre famille qui ont choisi de vous exclure de l'héritage et des procédures familiales. Sur ce, elle a rejeté l'affaire, déclarant qu'elle manquait de fondement juridique et semblait avoir été intentée de mauvaise foi. Grégory m'a serré l'épaule alors que nous rassemblions nos papiers. C'est fini, a-t-il dit doucement. Ils ne peuvent plus t'atteindre maintenant. Mais alors que je regardais de l'autre côté de la salle d'audience la fureur sur le visage de ma mère et l'affaissement d'effet des épaules de Julie, je savais que si la bataille juridique était peut-être terminée, les blessures émotionnelles étaient loin d'être guéries. Dans le couloir du palais de justice, ma mère m'a rattrapé alors que je remerciais Grégory pour son aide. Elle m'a tiré à part, le visage rouge de colère et d'autres choses que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Tu nous as humiliés là-dedans, a-t-elle sifflé, gardant la voix basse. Était-ce nécessaire? Remettre en cause toute cette vieille histoire? Je l'ai regardée, vraiment regardée, peut-être pour la première fois comme une adulte en voyant une autre, plutôt qu'un enfant cherchant l'approbation. Elle semblait plus petite en quelque sorte, diminuée par l'exposition de ses manigances. Pourquoi m'as-tu vraiment déshérité, maman, ai-je demandé doucement. S'agissait-il vraiment de Julie ayant plus besoin d'aide, ou était-ce une punition pour ne pas avoir besoin de toi? Son expression a changé, la colère cédant la place à quelque chose de brut et d'honnête. Tu as toujours été si indépendante, même petite fille. Tu n'as jamais eu besoin de moi comme Julie. Sais-tu ce que ça fait? D'avoir une enfant qui peut se passer de toi. Et cela justifiait des décennies de favoritisme? De me faire sentir que je n'étais jamais assez bien? Tu étais déjà assez bien, a-t-elle dit amèrement. C'était le problème. Tu n'avais pas besoin de nous pour réussir. Tu nous as rendus insignifiants. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental sur ma mère qui m'avait échappé toute ma vie, son amour était conditionnel, basé sur le besoin et la dépendance. Le besoin d'affection de Julie et ses crises constantes la faisaient se sentir importante, nécessaire. Mon autonomie menaçait son identité de mère. Je vous aurais inclus dans ma vie si vous aviez jamais montré un intérêt sincère pour qui je suis, pas pour ce que je pouvais vous donner, lui ai-je dit. Elle n'a pas répondu à cela. Alors qu'elle se tournait pour partir, Julie s'est approchée, les yeux rouges d'avoir pleuré. Brian était sorti immédiatement après le jugement. Tu as eu ce que tu voulais, a dit Julie, la voix brisée. Tu as prouvé que tu es meilleur que nous tous. Tu es heureuse maintenant? J'ai soupiré. Il ne s'agissait jamais d'être meilleur que toi, Julie. Il s'agissait de me défendre contre des personnes qui ont essayé de profiter de moi après des années de rejet. Elle a baissé les yeux, évitant mon regard. Ils m'ont dit que tu avais promis, a-t-elle murmuré. Ils ont dit que tu nous devais. Que tu avais abandonné la famille pour ta carrière et que tu devais réparer cela. Et tu les as crus sans jamais me le demander? J'avais besoin de les croire, a-t-elle admis. Les jumeaux, le prêt hypothécaire. Je me noie, Emma, et tu sembles avoir tout compris. Malgré tout,
j'ai ressenti une lueur de compassion pour ma sœur. Elle avait été manipulée, tout comme moi, bien que de différentes manières. Je ne peux pas te donner un tiers de mon argent, ai-je dit fermement. Mais je pourrais créer des fonds d'études pour les jumeaux, avec des documents légaux et des limites claires. Elle a relevé la tête, la surprise évidente sur son visage. Pourquoi ferais-tu ça après tout cela? Parce qu'ils sont innocents dans tout cela, et parce que briser le cycle commence par quelqu'un qui fait un choix différent. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai travaillé avec Grégory pour établir des fiducies pour mes futurs nièces ou neveux, structurées de manière à ce que l'argent ne puisse être utilisé que pour les dépenses d'éducation. J'ai clairement fait savoir à Julie qu'il ne s'agissait pas d'une porte ouverte à de nouvelles demandes financières, mais d'un geste unique pour des enfants qui méritaient une chance. Les conséquences émotionnelles de l'affaire judiciaire ont été plus difficiles à gérer. J'ai commencé à consulter le docteur Rebecca Winters, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à traiter le deuil complexe de perdre ma famille non pas une mais deux fois, d'abord par leur rejet, puis par leur trahison. Vous pleurez la famille que vous méritiez mais que vous n'avez jamais eue, a expliqué le docteur Winters lors d'une séance particulièrement difficile. C'est un type de deuil unique car il n'y a pas de clôture, pas de funérailles pour les possibilités perdues. Progressivement, j'ai bâti une vie remplie de personnes qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Alyssa est restée mon roc. J'ai renoué avec Nathan lorsque son travail l'a ramené à Boston. J'ai cultivé des amitiés avec des personnes qui comprenaient les limites et la réciprocité, des concepts que ma famille n'avait jamais saisis. J'ai également canalisé mon expérience pour aider les autres. J'ai créé la Grace Henderson Foundation for Young Entrepreneurs, fournissant un capital de démarrage et un mentorat à de jeunes femmes issues de milieux difficiles qui souhaitaient créer des entreprises. Notre première bénéficiaire était une jeune mère célibataire de 22 ans qui avait développé une application innovante pour la gestion des horaires de garde d'enfants. Travailler avec ces jeunes femmes déterminées a guéri quelque chose en moi. Je voyais en elles la résilience que j'avais développée, la détermination qui m'avait porté à travers des moments difficiles, et j'étais fier d'être le soutien que j'avais souhaité pendant mon propre parcours. Un an après l'affaire judiciaire, Julie m'a contacté par courriel, me demandant si nous pouvions nous rencontrer. Nous avons convenu de prendre un café dans un lieu neutre, un café tranquille à mi-chemin entre Boston et Hartford. Je suis arrivé avec des limites claires et des attentes tempérées. Julie était déjà là, semblant plus installée que la dernière fois que je l'avais vue. Les jumeaux, un garçon et une fille, avaient maintenant 4 mois et se portaient bien, selon les photos qu'elle m'a montrées. Notre conversation a été prudente mais civile. Elle avait elle-même commencé une thérapie, m'a-t-elle dit, et commençait à comprendre les schémas dysfonctionnels de notre famille. Maman ne me parle pas beaucoup ces jours-ci, a-t-elle admis, depuis que j'ai refusé de faire appel de la décision du tribunal et accepté ton offre de fiducie. Vous vous en sortez financièrement, ai-je demandé, faisant attention à ne pas ouvrir la porte à des demandes. Nous gérons. Brian a eu une promotion, et je travaille à temps partiel à la maison. Ce n'est pas le luxe, mais c'est stable. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis ce jour-là, ni même particulièrement proches, mais nous avons établi un début fragile, une reconnaissance que si nous ne pouvions pas changer le passé, nous pouvions peut-être créer un type de relation future différent, basé sur l'honnêteté et le respect plutôt que sur la compétition et le ressentiment. Quant à ma mère, notre relation est restée distante. Elle a envoyé une note de remerciement formelle pour les fiducies mais n'a fait aucune tentative de réconciliation. J'avais accepté que certains ponts ne pouvaient être reconstruits, et peut-être ne devaient pas l'être. Cette année-là, pour Thanksgiving, j'ai organisé un dîner chez moi pour ce que j'en étais venu à appeler ma famille choisie, Alyssa et son mari, Nathan et son nouveau petit ami, plusieurs collègues qui étaient devenus des amis, et 2 jeunes entrepreneurs de ma fondation. La maison était remplie de rires, de conversations honnêtes et de la lueur chaleureuse de liens bâtis sur le respect mutuel. Après que tout le monde soit rentré chez soi, j'ai trouvé une enveloppe qui avait été livrée avec le courrier du jour. À l'intérieur se trouvait une courte note de Julie, Emma, j'apprends que la famille n'est pas seulement le sang, c'est le comportement. Merci de me montrer à quoi cela peut ressembler. Joyeux Thanksgiving, Julie. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était une reconnaissance, un petit pas vers la guérison. Cette nuit-là, je me suis tenu dans mon jardin, regardant les étoiles que grand-mère Grace m'avait appris à identifier enfant. J'ai pensé au chemin qui m'avait amené ici, à la douleur qui avait failli me briser, et à la force que j'avais trouvée en me reconstruisant. J'ai réalisé que la vraie liberté venait non pas de la victoire de la bataille juridique ni même du succès financier,
mais de la libération enfin du besoin désespéré d'approbation de personnes incapables de la donner. Ma valeur n'avait jamais dépendu de leur validation, elle avait toujours été en moi, attendant d'être reconnue. Si vous avez déjà dû établir des limites avec des membres de votre famille toxique ou si vous vous êtes senti obligé de choisir entre votre bien-être et les attentes familiales, j'espère que mon histoire vous rappellera que vous n'êtes pas seul. Parfois, la famille que l'on construit est plus saine que celle dans laquelle on est né. Avez-vous déjà dû faire des choix difficiles pour protéger votre paix? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner pour entendre d'autres parcours de guérison et de découverte de soi. N'oubliez pas, vous méritez respect et amour sans condition. Merci d'avoir écouté mon histoire.